Les États-Unis sont un pays vraiment étrange. Il s'agit de 50 États aux cultures et économies diverses. Pris individuellement, certains d'entre eux, valent plus que des pays entiers. Par exemple, la Californie est plus riche que le Royaume-Uni. Le Texas est plus riche que le Canada et l'Illinois est de plus riche que les Pays-Bas. Et pourtant, tous ces pays se retrouvent sous une seule et même bannière, volontairement aussi. Enfin, presque volontairement. Voyez-vous, dans un pays de plus de 330 millions d'habitants, il y a évidemment un certain nombre de personnes qui ont essayé à la fois de réduire le nombre d'États dans l'Union par la sécession et même d'y ajouter de nouveaux États proposés, surtout aujourd'hui, plus que jamais. Cependant, ces mouvements posent des questions importantes. Qu'est-ce que cela signifie d'être une nation à une époque où les identités et les intérêts s'affrontent à l'intérieur des frontières? L'indépendance résoudrait-elle vraiment les problèmes de ces régions ou les aggraverait-elle? Alors, examinons les mouvements sécessionnistes qui sont, du moins pour l'instant, encore en cours, et voyons à quel point ils sont réellement réalisables, ainsi que ce qui pourrait se passer si l'impossible arrivait et qu'ils obtenaient effectivement leur indépendance. Le mouvement pour la souveraineté d'Hawaï. Mark Zuckerberg a acheté cette propriété de 700 acres pour 100 millions de dollars en 2014. Nichée sur l'île de Kauai, elle comprend des terres agricoles luxuriantes et un accès à la plage isolée de Pilar. Mais ce vaste domaine est devenu une vaste controverse en 2016, lorsque Mark Zuckerberg, par l'intermédiaire d'une société écran, a engagé des poursuites pour forcer des familles locales à vendre leurs terres ancestrales. Ces parcelles, appelées kuleana, étaient transmises de génération en génération depuis le 19e siècle. Les critiques ont qualifié Mark Zuckerberg de visage du néocolonialisme et l'ont érigé en symbole d'un schéma douloureux où des nouveaux riches arrivent et déplacent les Hawaïens autochtones. Les batailles juridiques ont renforcé les appels à mieux protéger les terres, soutenant le mouvement souverainiste. Ce mouvement s'appelle le Mouvement pour la souveraineté hawaïenne et il existe depuis un certain temps. En 1893, un coup d'État soutenu par les États-Unis a renversé la reine Liliuokalani, la dernière monarque d'Hawaï. Les barons américains du sucre, aidés des Marines, ont orchestré le renversement pour annexer les îles. Mais les Hawaïens ont résisté. Près de 38 000 personnes, soit 95% de la population hawaïenne autochtone, ont signé les pétitions Qui s'opposant à l'annexion. Cet effort a retardé les plans américains, mais la guerre hispano-américaine a ensuite changé leurs priorités. En 1898, Hawaï a été annexé en tant que territoire des États-Unis, sa monarchie a été effacée, ses terres saisies. Les Hawaïens autochtones ont été laissés à se battre pour la reconnaissance dans leur propre patrie. Des décennies plus tard, le mouvement souverainiste est revenu porté par la seconde renaissance hawaïenne et des protestations comme l'occupation de Kaho'olaui. Kaho'olaui est une île sacrée pour les Hawaïens autochtones, mais l'armée américaine l'utilisait comme champ de tir pour des bombardements. Dans les années 70, des membres de la seconde renaissance hawaïenne ont tenté d'occuper le site sans succès. En 1990, le champ d'essai a fermé, mais l'île reste jonchée de munitions non explosées après des nettoyages bâclés. Des cas comme celui de Kaho'olaui poussent les partisans de la souveraineté d'Hawaï à s'interroger sur le contrôle américain. Alors qu'Hawaï fut une nation indépendante avant d'être exploitée comme territoire, puis État américain. Aujourd'hui, cette question est plus brûlante que jamais, au sens propre comme au figuré. En août 2023, des incendies de forêt ont ravagé Lahaina, tuant au moins 97 personnes et déplaçant plus de 10 000 habitants. Les militants affirment que l'incendie est un avertissement concernant l'avenir d'Hawaï sous le capitalisme américain. Les promoteurs immobiliers sont rapidement intervenus, proposant de l'argent liquide pour des propriétés incendiées, tandis que les chefs autochtones se sont précipités pour protéger les terres ancestrales. Les ressources d'Hawaï sont de plus en plus menacées. Les ruisseaux détournés pour les plantations provoquent aujourd'hui des conflits sur les droits à l'eau. Le tourisme, attirant plus de 9 millions de visiteurs et générant 26 milliards de dollars par an, a fait exploser le coût du logement. Aujourd'hui, seuls 10% de la population sont des Hawaïens autochtones. Les militants soutiennent que la souveraineté permettrait aux Hawaïens de reprendre le contrôle, en instaurant des lois similaires aux restrictions de Tahiti sur la propriété étrangère, qui empêchent l'achat immobilier par des non-résidents, comme Mark Zuckerberg à Hawaï en 2014. Les ruines de Lahaina sont très symboliques et représentent un carrefour. Hawaï est-il toujours un paradis touristique influencé par des intérêts extérieurs? Ou bien le mouvement pour la souveraineté peut-il assurer un avenir autonome pour les prochaines générations? Sécession du Texas. Le Texas n'a jamais caché son esprit d'indépendance. Le Texas, souverain durant 9 ans avant d'intégrer les États-Unis en 1845, garde le mythe d'un pays à part dans son identité. Les discours sécessionnistes sont anciens ici. Depuis le vote de 1861
pour rejoindre la Confédération jusqu'au mouvement moderne, comme le mouvement nationaliste texan, ou mouvement nationaliste texan pour faire court. Le Texas a flirté avec l'idée de faire cavalier seul depuis longtemps. Juridiquement, cependant, la situation est claire. La Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Texas contre Larry White, a jugé la sécession unilatérale inconstitutionnelle. Pourtant, des mouvements comme le mouvement nationaliste texan réclament un référendum pour réaffirmer l'indépendance du Texas, affirmant que le gouvernement fédéral a rompu son pacte avec l'État. Les sondages montrent un soutien mitigé, avec environ 33% des Texans favorables à la sécession, mais 39% s'y opposant début 2024. Mais à quoi ressemblerait un Texas indépendant ? Les partisans rêvent d'une nation basée sur le pétrole, la technologie et la ténacité texane. Même ses plus fervents défenseurs peinent avec la logistique. Voyez-vous, le Texas reçoit 12 milliards de dollars par an en financement fédéral pour les infrastructures, ainsi que des milliards pour la santé via Medicare et Medicaid. La sécession couperait ses sources vitales, laissant un énorme trou dans le budget. De plus, perdre la protection militaire des États-Unis pourrait exposer la vaste frontière de l'État à encore plus d'instabilité tout en perturbant la forte dépendance de l'État au commerce intra-étatique. Pour les sécessionnistes, il s'agit de valeurs. Les positions fermes du gouverneur Greg Abbott sur l'immigration et l'ingérence fédérale alimentent le récit selon lequel Washington ne représente plus les priorités texanes. Les récents affrontements, tels que les politiques de barbelés à la frontière de Greg Abbott défiant les décisions fédérales, ont renforcé cette rhétorique. Les dirigeants du mouvement nationaliste texan, mouvement nationaliste texan, promeuvent des politiques pour rendre le Texas autonome de la monnaie aux frontières en vue d'une possible séparation. La loi sur le référendum pour l'indépendance du Texas n'est pas une idée nouvelle. Nouvelle tentative après des décennies pour inscrire la sécession du Texas aux élections. Présentée en 2023 par l'ancien représentant discrédité Brian Slayton, elle proposait un vote demandant aux Texans si l'État devait réaffirmer son statut de nation indépendante. Slayton l'a décrite comme une réponse à des décennies d'abus continus de nos droits et libertés par le gouvernement fédéral. Ces projets de loi coïncident souvent avec des mouvements de polarisation nationale, exploitant le sentiment d'autodétermination texane et l'héritage de l'ancienne République indépendante. Ce projet de loi, différent des versions précédentes, cherchait à formaliser un processus post-référendum, via un comité chargé d'étudier la création d'une marmée, d'une monnaie et d'accords commerciaux propres au Texas. Pourtant, les obstacles restent aussi insurmontables que jamais. L'arrêt de la Cour suprême de 1869 dans l'affaire Texas contre White a réaffirmé la position constitutionnelle, la sécession unilatérale est illégale. Au-delà de la légalité, la contribution annuelle du Texas de 300 milliards de dollars au produit intérieur brut américain serait difficile à séparer de l'économie fédérale. Sans surprise, la loi est morte en commission. La sécession n'aura peut-être jamais lieu, mais sa montée dans le discours politique soulève une question plus large. Jusqu'où le Texas ira-t-il pour affirmer son identité dans une nation de plus en plus polarisée ? La Cascadie n'est pas un pays, mais elle a un drapeau. Voici le drapeau Doug. 3 bandes, bleues, blanches et vertes, avec un sapin de Douglas, flottent lors des matchs de football, des manifestations pour le climat et devant des maisons de Portland à Vancouver. Pour ses partisans, la Cascadie est plus qu'une région géographique. C'est une conviction que le Nord-Ouest Pacifique, avec ses rivières vierges et forêts denses, est fondamentalement distincte des systèmes politiques qui le gouvernent. Selon eux, la Cascadie, forte de 17 millions d'habitants, pourrait prospérer comme nation indépendante, guidée par l'écologie et l'autonomie locale plutôt que par les décisions de Washington, District de Columbia ou Ottawa. Cette vision n'est pas nouvelle. Le roman Écotopie d'Ernest Callenbach, publié en 1975, imaginait une région sécessionniste allant du nord de la Californie à la Colombie-Britannique, fondée sur les énergies renouvelables, la densité urbaine et une gouvernance axée sur la communauté. Des années plus tard, l'idée est revenue sur le devant de la scène. Après l'élection de Trump en 2016, Cascadia, désormais une organisation à but non lucratif prônant l'unité biorégionale, a écoulé tous ses drapeaux Doug en une nuit. L'intérêt pour le mouvement a certes augmenté, mais pas comme une réelle tentative de sécession. Au lieu de cela, c'est plutôt une déclaration culturelle, une façon de différencier le Nord-Ouest Pacifique d'une nation dont les habitants estiment qu'elle a pris un virage politique radical. À quoi ressemblerait une Cascadie indépendante ?
Économiquement, elle prospérerait avec plus de 1,1 billion de dollars de produits intérieurs bruts, accès aux ports et aux énergies renouvelables. La Cascadie pourrait intégrer le top 20 des économies mondiales, mais les défis restent importants. Les divisions entre les villes comme Seattle et les zones rurales de l'Est de l'État de Washington montrent comment les objectifs environnementaux sont souvent en conflit avec les intérêts agricoles ou forestiers. Ces tensions internes seraient probablement amplifiées sous l'autonomie, où les préoccupations locales pourraient avoir du mal à s'imposer face aux priorités régionales. Et puis il y a la question des infrastructures. La Cascadie dépend fortement du financement fédéral pour les transports et les travaux publics. L'indépendance impliquerait de renégocier les routes commerciales, de gérer les droits sur l'eau transfrontalière et de remplacer les installations militaires américaines par des forces de défense régionales. Les critiques estiment que ces défis logistiques, combinés à la complexité d'une entité transnationale, pourraient submerger même les idéalistes les plus dévoués. Parlons un instant de ces installations militaires. La région qui deviendrait la Cascadie en compte énormément. Dans l'État de Washington et l'Oregon, plusieurs bases sont stratégiquement importantes. La base conjointe Lewis-McChord près de Tacoma est l'une des plus grandes installations militaires américaines. Et la base navale Kitsap, qui abrite des sous-marins nucléaires, et l'arsenal naval de Puget Sound. La base aéronavale de l'île Whidbey et celle de la Garde nationale aérienne de Portland offrent un soutien aérien essentiel et sont cruciales pour la présence militaire régionale. Si la Cascadie cherchait l'indépendance, ces installations poseraient un défi majeur. Elles sont étroitement liées à la défense américaine et soutiennent des opérations dans le Pacifique. Les remplacer par une force de défense cascadienne serait quasiment impossible sans des coûts astronomiques. Entretenir des sous-marins nucléaires représente un défi logistique et financier pour une jeune nation. L'expertise, le financement et l'infrastructure requis pour gérer des forces conventionnelles dépassent largement ce que la Cascadie pourrait accomplir seule. Les conséquences pourraient être surréalistes. Privée de la protection militaire américaine, la Cascadie devrait négocier des traités avec les États-Unis et le Canada pour sécuriser ses frontières et l'accès aux voies navigables partagées. Étant donné sa position stratégique dans le Pacifique, elle pourrait devenir un champ de bataille géopolitique, suscitant des jeux de pouvoir de la part de nations plus grandes. La Cascadie pourrait tenter de mettre en place une garde côtière civile pour patrouiller ses voies navigables, mais même cela serait un combat difficile. La région pourrait solliciter un soutien international, mais s'allier à des puissances lointaines risque d'aliéner ses voisins. Alternativement, la Cascadie pourrait abandonner complètement les défenses militaires traditionnelles et adopter la neutralité comme le Costa Rica. Même si c'est idéaliste, cette position rendrait la région entièrement dépendante de ses relations diplomatiques, pour éviter l'exploitation par des acteurs mondiaux plus puissants. Sécession de Chicago, solution à 2 États pour l'Illinois. Dans l'Illinois, le fossé croissant entre Chicago et les zones rurales pousse à envisager la création d'un nouvel État, plutôt qu'une sécession des États-Unis. Dans l'Illinois, 28 comtés ont approuvé des référendums non contraignants soutenant l'examen de la sécession du comté de Cook, qui comprend Chicago. Le sentiment est clair, les habitants du sud de l'État se sentent étouffés par l'influence de Chicago et sa métropole, qui regroupe les 2/3 de la population de l'Illinois. Les ruraux de l'Illinois estiment que les politiques de l'État favorisent Chicago plutôt qu'eux. Les partisans de la sécession imaginent un nouvel Illinois, où la politique reflèterait les valeurs des petites villes. Brad Halbrook, représentant de l'État, a joué un rôle central dans le mouvement et a comparé les plaintes des ruraux de l'Illinois à la déclaration d'indépendance, publiant chaque semaine une liste de problèmes inspirés de celles adressées au roi George III. Mais que se passerait-il si l'Illinois était divisé en 2 ? Sur le plan économique, cela pourrait être une catastrophe pour les comtés ruraux qui réclament l'indépendance. D'après une étude de l'Université Southern Illinois, ces comtés reçoivent en moyenne 1,70 $ de dépenses publiques par dollar d'impôts versés. Le comté de Cook perd de l'argent car ses habitants ne reçoivent que 90 centimes pour chaque dollar d'impôts payé. En banlieue de Chicago, les habitants reçoivent seulement 53 centimes de financement par dollar versé. Privé de la base fiscale de Chicago, le nouveau Illinois connaîtrait des déficits, rendant quasi inévitables les coupes dans la santé et l'éducation. Pour Chicago, la séparation ne serait pas forcément mauvaise. Délestée des exigences rurales, la ville pourrait réallouer des fonds à ses infrastructures et à l'enseignement supérieur, créant potentiellement un État urbain plus prospère. Mais politiquement, la division bouleverserait le Congrès américain. Un nouvel Illinois, désormais orienté vers le conservatisme, pourrait ajouter 2 sénateurs républicains faisant pencher l'équilibre du pouvoir au niveau fédéral.
Pourtant, en 2018, un mouvement sécessionniste appelé Nouvelle-Illinois a été lancé pour déclarer l'indépendance du sud de l'État vis-à-vis du comté de Cook à Chicago. Le mouvement a pris de l'ampleur et est probablement aujourd'hui le plus actif des États-Unis. En novembre 2024, des électeurs de 7 comtés de l'Illinois, dont Madison, Calhoun et Perry, ont approuvé des mesures pour envisager la sécession du comté de Cook et de Chicago. Cela porte le total à plus de 28 comtés participant à ce mouvement grandissant. Le comté de Madison, plus grand participant avec 265 000 habitants, est le premier comté suburbain à rejoindre le mouvement. Les défenseurs estiment que la séparation rendrait du pouvoir aux zones rurales, dont les valeurs sont, selon eux, négligées par une législature axée sur l'urbain. Le gouverneur de l'Illinois, J. Robert Pritzker, a qualifié le mouvement d'inconstitutionnel. Il a mentionné des obstacles juridiques comme la clause d'admission de la Constitution américaine, nécessitant l'accord de l'État et du Congrès. Les critiques estiment que la sécession aggraverait les inégalités économiques sans rien résoudre. Ces régions du sud de l'État, qui veulent faire sécession, dépendent justement des recettes fiscales qu'elles jugent mal réparties. Oui, dans la Californie. Maintenant, passons à l'ouest. Grâce à la faille de San Andreas, la Californie pourrait être séparée des États-Unis continentaux dans environ 50 millions d'années. Certains veulent séparer la Californie plus tôt. L'économie de la Californie dépasse celle de la France, et son mouvement sécessionniste croissant montre qu'elle ne se sent plus forcément liée aux États-Unis. La campagne Oui Californie défend l'indépendance en valorisant le produit intérieur brut de 4 000 milliards de dollars et l'influence culturelle mondiale de l'État. Les partisans soutiennent que la Californie pourrait prospérer en tant que nation indépendante, libre de mettre en œuvre des politiques progressistes sur le climat, la santé et l'immigration, sans l'ingérence de Washington. La campagne souligne que l'État verse 70 milliards de dollars de plus en impôts fédéraux qu'il n'en reçoit. De l'argent pouvant financer l'éducation, les infrastructures ou l'énergie verte. Cependant, la vie dans une Californie indépendante ne serait pas si simple. Les accords commerciaux devraient être renégociés et les droits de douane sur les marchandises entrant aux États-Unis pourraient donc faire augmenter les coûts. La Californie fournit près de la moitié des fruits, noix et légumes américains, mais devenir indépendante entraînerait sans doute des prix alimentaires plus élevés localement. Les importations, notamment les produits électroniques asiatiques, pourraient subir de nouvelles taxes, augmentant ainsi les coûts. Puisque nous parlons de commerce, voici le port le plus fréquenté des États-Unis, Los Angeles. À côté se trouve le deuxième port le plus fréquenté des États-Unis, Long Beach. Ensemble, ils forment le complexe portuaire de la baie de San Pedro, qui traite une incroyable quantité de 40% de toutes les cargaisons de conteneurs arrivant aux États-Unis. L'indépendance changerait immédiatement le cadre juridique et logistique du port de Los Angeles. Les marchandises entre la Californie et les États-Unis ne seraient plus vues comme commerce intérieur. Elles subiraient alors des contrôles douaniers, des tarifs et restrictions commerciales, augmentant nettement les coûts et les délais d'expédition. Pour le commerce transpacifique, la Californie devrait négocier ses propres accords avec des partenaires commerciaux comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Sans ces accords, exportateurs et importateurs risqueraient des tarifs par défaut de l'Organisation mondiale du commerce, variant de 5 à 25% selon les produits. Cela nuirait aux échanges de marchandises et réduirait la compétitivité de la Californie comme porte d'entrée des États-Unis. Les entreprises américaines, qui dépendent des importations en provenance d'Asie, pourraient également commencer à rediriger leur fret vers d'autres grands ports, comme le port de Houston ou le port de New York et du New Jersey, afin d'éviter les coûts supplémentaires et les retards liés au passage par une Californie indépendante. Cela réduirait le trafic par Los Angeles, affectant ses revenus, l'économie locale et coûterait sans doute plus cher aux États-Unis. Le port de Los Angeles soutient plus de 500 000 emplois dans le sud de la Californie et génère 276 milliards de dollars par an pour l'économie régionale. Moins d'échanges ou des droits de douane plus élevés pourraient causer des pertes d'emplois dans la logistique et le commerce de détail. Des produits comme l'électronique, la machinerie et les vêtements, qui font tous partie des activités du port, pourraient devenir plus chers pour les consommateurs californiens et faire augmenter le coût de la vie. Politiquement, une Californie indépendante pourrait évoquer les pays nordiques, avec santé universelle et ambition écologique. Cependant, l'importante inégalité de richesse de l'État pourrait rester problématique et la mise en place de programmes sociaux scandinaves prendre du temps. La question de la conciliation entre les ambitions de l'État et ses disparités demeure ouverte. État de Jefferson. Dans les régions sauvages du nord de la Californie, l'idée de l'État de Jefferson existe depuis un certain temps, à la fois comme protestation politique et comme identité culturelle.
Jefferson a été proposé pour la première fois en 1941 par un homme nommé Gilbert Gable, le maire de Port Orford, dans l'Oregon. Il a été pensé comme une échappatoire rurale face à la négligence des capitales d'État, ce qui est aujourd'hui l'idée principale de ces mouvements. Sa déclaration d'indépendance mentionnait des habitants armés bloquant les routes et distribuant des brochures réclamant plus de représentation. Mais après son lancement, l'attaque de Pearl Harbor a enterré le mouvement sous le patriotisme de la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement est né en 2013 lorsque le comté de Siskiyou a voté pour faire sécession de la Californie avec Modoc et quelques autres comtés qui ont rapidement rejoint le mouvement. Le drapeau vert de Jefferson, orné d'une bâtée en or et de 2 X noirs pour la double trahison de Sacramento, flottait à nouveau. Les partisans soutenaient que les comtés ruraux couvrant un 1/5 du territoire de la Californie, mais n'abritant que 3% de sa population, étaient ignorés dans les débats politiques dominés par des centres urbains comme Los Angeles et San Francisco. Mais Jefferson pourrait-il se maintenir en tant que 51e État ? Le territoire proposé, incluant des parties du sud de l'Oregon, aurait une population d'environ 1,7 million d'habitants, ce qui en ferait le 39e État le plus peuplé. Son économie basée sur le bois, l'agriculture et un peu de tourisme ferait face à de graves défis. Les subventions fédérales financent ces services et sans la base fiscale des zones californiennes plus riches, Jefferson peinerait probablement à entretenir ces infrastructures. Il n'est pas étonnant que le mouvement se soit joint à la Greater Idaho Initiative, qui veut intégrer ces comtés dans un État idéologiquement plus proche. Et enfin, Greater Idaho. Dans l'est de l'Oregon, la frustration face aux politiques libérales a déclenché un mouvement visant à redessiner la carte de l'État. L'initiative Greater Idaho propose de déplacer la frontière pour intégrer 15 comtés de l'Oregon, couvrant 65% de sa superficie mais seulement 9% de sa population à l'Idaho. Les partisans, dirigés par Mike McCarter du groupe Déplaçons la frontière de l'Oregon pour un Greater Idaho, affirment que les comtés ruraux partagent en ça les valeurs conservatrices et l'alignement politique de l'Idaho. La proposition a gagné un élan significatif. En 2024, 13 comtés ont adopté des mesures pour négocier leur rattachement à l'Idaho. Les partisans mettent en avant les avantages potentiels pour l'Idaho, notamment un accès élargi aux ressources naturelles comme le bois, les minéraux et l'eau. Ils parlent aussi d'une harmonie idéologique, car l'Est de l'Oregon est très conservateur. Cependant, les obstacles sont majeurs. La Constitution américaine exige l'accord des 2 législatures d'État, de l'Oregon et de l'Idaho, ainsi que du Congrès et du président pour ce changement. Le projet présente d'importants risques financiers. L'économie de l'Est de l'Oregon repose sur des secteurs en déclin, comme le bois et l'agriculture, offrant peu d'alternatives pour compenser les nombreux défis budgétaires déjà présents en Idaho. Tout d'abord, l'Idaho a déjà du mal à entretenir ses routes et infrastructures de transport existantes. L'État a une des taxes sur l'essence les plus basses du pays, limitant le financement pour l'entretien et la construction des routes. Le budget du département des transports de l'Idaho fait souvent l'objet de débats animés à la législature, avec des retards dans l'approbation des financements nécessaires. Si l'Idaho annexait l'Est de l'Oregon, il devrait entretenir des centaines de kilomètres de routes rurales et investir massivement. La question des soins de santé se pose aussi, surtout dans les zones rurales de l'Idaho, où ils sont sous-financés. L'État a l'un des plus faibles ratios médecins chez population du pays. L'intégration de l'Est de l'Oregon, où les infrastructures de santé sont limitées, épuiserait davantage les ressources, compliquant l'accès aux soins pour la population de l'Idaho et ses nouveaux résidents. Il y a aussi l'éducation. L'Idaho se classe parmi les derniers au niveau national en ce qui concerne le financement de l'éducation par élève. En 2022-2023, l'Idaho a dépensé environ 8 419 $ par élève, contre 13 494 $ en moyenne nationale. Inclure les districts scolaires de l'Est de l'Oregon, avec l'université et 3 collèges communautaires, exigerait des fonds supplémentaires que l'Idaho pourrait ne pas avoir. Et il faudrait ensuite décider du salaire minimum. En Oregon, il est de 14,20 $ contre 7,25 $ en Idaho. Pour les habitants de l'Est de l'Oregon, vivre sous la loi de l'Idaho entraînerait une multitude de changements. Les critiques soutiennent que cette démarche pourrait accentuer l'isolement rural, plutôt que de résoudre les griefs systémiques. Pour ces partisans, cependant, le rêve du Grand Idaho concerne moins la logistique que la volonté d'échapper à ce qu'ils considèrent comme une négligence politique. La sécession aux États-Unis rencontre aujourd'hui des obstacles juridiques et politiques majeurs. L'article 4, section 3 de la Constitution américaine impose l'accord des législatures, des États et du Congrès pour changer les frontières ou créer de nouveaux États.
rendant difficiles des projets comme le Grand Idaho ou l'État de Jefferson. Même les exemples historiques réussis, comme la création de la Virginie occidentale en 1863, ont eu lieu dans des circonstances exceptionnelles. Une guerre civile et un président prêt à contourner les normes constitutionnelles. Les sécessionnistes actuels ne disposent pas encore de ce levier. Sur le plan économique, l'indépendance révèle souvent des failles sous la rhétorique. La Californie, avec un produit intérieur brut de 4 000 milliards de dollars, pourrait prospérer, mais rompre les accords fédéraux mettrait à mal même son économie. Des mouvements comme le Downstate Push de l'Illinois ou Greater Idaho, pourtant actifs, ont encore moins de chance. Ces mouvements illustrent une fracture croissante dans la gouvernance américaine. Ils relèvent moins de la géographie que des guerres idéologiques, rurales contre urbains, conservateurs contre libérales. Qu'il s'agisse de revendications légitimes pour une meilleure représentation ou de protestations symboliques, une question plus profonde sous-tend tout cela. À une époque de polarisation, une nation peut-elle encore répondre aux besoins de communautés aussi différentes? C'est ça. Ces mouvements sécessionnistes sont-ils des signaux d'alarme d'un système à l'extrême? Merci de votre attention.